Imaginez vivre une vie de richesse folle. Jet privé, baignoires en or, diamants, tout ce que l'on peut imaginer. Mais que se passerait-il si ce luxe avait un prix mortel? Des milliardaires enterrés vivants aux fortunes connaissant des fins horribles, ces histoires vraies montrent que l'argent ne peut acheter ni sécurité ni santé mentale. Préparez-vous à plonger dans des récits glaçants où l'extravagance a tourné au drame. Voici une heure dédiée aux morts les plus troublantes liées à l'extrême luxe. Le 30 août 2018, sur l'île grecque de Céphalonie. Sinéad McNamara, 20 ans, originaire de Port Macquarie en Australie, travaillait comme membre d'équipage à bord d'un yacht de luxe. Elle avait passé les 4 derniers mois sur le Mayan Queen de Forth, un super yacht d'une valeur de 190 millions de dollars, propriété du milliardaire mexicain des mines Alberto Bayer. À travers son compte Instagram, elle partageait ses voyages à travers l'Europe, montrant des photos de villes côtières et de la vie à bord. Plus tôt dans l'année, elle avait tout vendu pour poursuivre ce mode de vie. Et à ce moment-là, elle était particulièrement enthousiaste. Sa mère et sa sœur devaient venir lui rendre visite en Grèce. Mais cette réunion n'aura jamais lieu. Le 29 août, la veille de sa mort, Sinéad a passé un appel angoissé à sa famille. Elle leur a dit avoir eu une grave dispute avec quelqu'un à bord, elle sanglotait. Plus tard dans la nuit, elle est sortie avec d'autres membres d'équipage à Argostoli, la capitale de l'île. Des témoins ont dit qu'elle semblait joyeuse, dansant et buvant avec des amis. Rien ne laissait paraître publiquement qu'elle allait mal, mais cet appel émotionnel est resté gravé dans la mémoire de sa famille. Ce n'était pas dans ses habitudes. Le lendemain matin, le 30 août, un drame s'est produit. Un bateau de passage a aperçu quelque chose pendu à l'arrière du Mayan Queen de Forth. C'était Sinéad. Elle était inconsciente, mais encore vivante, emmêlée dans une corde. Les membres d'équipage l'ont rapidement détachée et ont appelé les secours. Elle a été héliportée vers un hôpital d'Athènes, mais est décédée en cours de route. Au moment de l'incident, seul l'équipage se trouvait à bord. Bayern l'avait quitté le yacht 3 jours plus tôt et a assisté par la suite à un événement public au Mexique sans faire de commentaires. L'affaire a immédiatement suscité l'attention mondiale. Les enquêteurs ont monté à bord pour saisir les enregistrements de sécurité qui auraient filmé les derniers instants de Sinéad. Les autorités grecques ont autorisé le yacht à repartir après avoir mené des entretiens et examiner les images, mais la vidéo clé n'aurait jamais été remise au coroner pour une expertise complète. La cause officielle du décès a été classée comme une pendaison par le coroner Ilias Bogiokas. Mais même lui n'était pas convaincu que cela expliquât tout. Il a noté que Sinéad n'avait aucune substance dans le sang, ne présentait aucune blessure ni signe de lutte et avait été mentalement lucide. Pourtant, quelque chose clochait. Peut-être qu'elle avait subi une pression psychologique. La famille de Sinéad a exigé des réponses. Leur avocat a déclaré qu'il la croyait en pleine forme mentale et impatiente de revoir les siens. Il voulait savoir avec qui elle s'était disputée, ce qui avait déclenché cet appel en détresse et pourquoi il avait fallu autant de temps pour qu'on lui vienne en aide. Il s'inquiétait également du fait que le yacht n'avait pas fait l'objet d'une fouille approfondie et que des preuves cruciales, comme les images vidéo, avaient été retenues. La nuit précédente, elle fêtait semblait heureuse. Puis elle a appelé, visiblement bouleversée. Ce contraste ajoute au mystère. Que s'est-il passé entre son départ du bar et le moment où on l'a retrouvée? S'est-elle sentie menacée? Les enquêteurs ont passé au crible son téléphone, ses messages, cherché des traces de lutte sans trouver de réponse claire. Les bandes de vidéosurveillance restent inédites. Et si les autorités penchaient pour un suicide, la famille et le coroner ont soulevé l'hypothèse qu'elle ait pu résister. La mort soudaine de Sinéad a bouleversé ses abonnés et le monde du yachting. Amis et influenceurs ont publié des hommages, la décrivant pleine de vie. Dans son dernier post Instagram, elle évoquait l'apprentissage d'un mot polonais, niebieski, qui signifie « bleu » lors d'une session de jet ski. C'était devenu son mot préféré. Mais derrière ces images d'aventure et de beauté, quelque chose a terriblement mal tourné. La vérité sur les dernières heures de Sinéad McNamara reste enfermée quelque part, entre un appel angoissé, un yacht de luxe et une enquête inachevée. En 1999, Payne Stewart vivait l'apogée de sa carrière et de sa vie personnelle. Connu pour ses tenues flamboyantes et son swing élégant, le golfeur de 42 ans venait tout juste de remporter son 3e titre majeur à l'US Open, accomplissant un retour remarquable après des années de difficultés sur le circuit PGA. Le 25 octobre, alors qu'il montait à bord d'un jet privé à Orlando et en direction de Dallas, il s'apprêtait à se rendre à Houston pour le Tour Championship, concluant ainsi une saison triomphale. Mais ce vol ne rejoindrait jamais sa destination. Ce qui avait débuté comme un trajet de routine s'est transformé en une tragédie aérienne qui a profondément marqué le monde du sport. William Payne Stewart était l'une des figures les plus emblématiques du golf. Avec 11 victoires sur le circuit PGA,
Sa carrière s'étendait sur plus de 20 ans. 4 mois seulement avant ce vol fatidique, il avait remporté son dernier majeur. Au-delà de ses succès, Payne était adoré pour sa personnalité de showman, ses tenues colorées, ses casquettes Ivy et son goût pour la tradition, redonnant de la vie et du panache au jeu. Hors des fairways, il menait une vie de famille épanouie. Mari dévoué et père de 2 enfants, et il savourait pleinement sa double renommée. Le matin du 25 octobre 1999, Payne embarqua dans un Learjet 35 exploité par Sunjet Aviation, accompagné de son agent Robert Fraley de Van Ardent, de Leader Enterprises et de l'architecte de parcours Bruce Borland. Les pilotes Michael Kling et Stephanie Bell-Garrig étaient aux commandes. Le jet décolla d'Orlando à 9h19 heure locale et reçut 8 minutes plus tard l'autorisation de monter à 39 000 pieds qu'il confirma aussitôt. Cette communication serait la dernière jamais émise par l'appareil. 6 minutes plus tard, les contrôleurs aériens ne purent plus joindre l'avion pour un simple transfert de fréquence. Les appels restèrent sans réponse. À 10h52, des chasseurs furent dépêchés pour intercepter l'appareil qui continuait sa route en pilote automatique, silencieux et immobile. Un pilote de test en F-16 approcha le Learjet et constata des hublots opaques, vraisemblablement givrés par le froid extrême dû à la dépressurisation de la cabine. L'avion ne montrait aucun dommage extérieur, mais aucun mouvement n'était visible à l'intérieur. Peu après le décollage, la cabine avait perdu sa pression. Sans oxygène de secours activé, tous à bord avaient sans doute perdu connaissance en quelques minutes, victimes d'une hypoxie silencieuse et indolore. Pendant près de 4 heures, le Learjet dériva sur plus de 1500 miles au-dessus de 6 États. À 13h11, il entama une descente incontrôlable, s'engagea dans une spirale à droite, puis s'écrasa dans un champ près de Mina, dans le Dakota du Sud. Les 6 occupants périrent sur le coup. L'émoi fut immense, tant dans le monde de l'aviation que dans le milieu sportif. Le 30 octobre, la cérémonie d'hommage à Payne se tint à la First Baptist Church d'Orlando, rassemblant athlètes, amis et fans en grand nombre. Ses pairs sur le circuit PGA lui rendirent hommage en portant des culottes à boutons, clin d'œil à son style, lors du dernier tour du Tour Championship. Stuart Appleby portait même l'une de ses vraies tenues avec l'accord de sa veuve Tracy. Les enquêtes qui ont suivi ont confirmé que l'accident résultait d'une défaillance du système de pressurisation de l'appareil. Tracy Stewart et les familles des victimes ont engagé des poursuites contre le constructeur, l'exploitant et le propriétaire du jet. Le FBI a ouvert une enquête pénale contre Sunjet Aviation, saisissant des documents et immobilisant la flotte de la compagnie. Bien que l'enquête ait ensuite été classée, Sunjet était déjà en faillite. En 2005, un jury a finalement disculpé le constructeur, mais le dernier vol tragique de Payne Stewart reste un rappel brutal de la fragilité de la vie, même pour ceux qui volent au sommet de leur art. C'était un froid dimanche matin de 2013, au cœur du cercle arctique. Un eurocoptère EC-120 venait de se poser près de la rivière Rinda, dans la péninsule de Kola, en Russie. Cette région isolée est réputée comme l'un des spots de pêche au saumon les plus prisés au monde, où des touristes fortunés dépensent des milliers d'euros pour une expérience privée et paisible. À bord se trouvaient 3 hommes, Rupert Beaumont, avocat à la retraite originaire de Londres, et Mark Robertson, marchand d'art, tous 2 âgés de 69 ans, ainsi que leur guide russe de 53 ans, Alexander Touchnikov, un chef d'expédition arctique chevronné. Ils avaient survolé l'Angleterre pour ce qui se présentait comme le voyage de pêche ultime. Mais dès qu'ils ont posé le pied hors de l'appareil, tout a basculé. L'Eurocopter avait été choisi pour sa sécurité et sa fiabilité, nettement supérieure à celle des anciens aéronefs russes. En juin, en pleine saison de pêche, les rivières sont enfin dégagées de la glace. L'hélicoptère a atterri non loin du Rinda Lodge, un camp de luxe très fréquenté par les pêcheurs étrangers. Le pilote, Alexander Chabalin, vétéran de 25 ans d'expérience, a posé l'appareil sur un terrain marécageux en bordure de rivière. Le plan était simple, commencer la partie de pêche depuis cet emplacement, mais le sol était trop meuble. L'un des patins a enfoncé dans la boue, provoquant une brusque inclinaison de l'hélicoptère. Les pales, encore en rotation, sont descendues trop bas et ont fauché les 3 hommes. Rupert, Mark et Alexander ont été tués sur le coup. Ils n'ont eu aucune chance. Un second hélicoptère transportant d'autres invités, dont James, le fils de Rupert, se trouvait quelques instants derrière. James a pu voir horrifié l'accident se dérouler sous ses yeux. L'appareil qui bascule, puis son père fauché par les pales. Le site du drame était chaotique. Des photos montrent l'hélicoptère couché sur le flanc, ses rotors brisés. Les enquêteurs ont conclu que la douceur du terrain avait probablement causé l'inclinaison.
Le pilote, légèrement blessé, a réussi à passer un appel de détresse, mais il était trop tard pour les victimes. D'abord, certains ont évoqué une défaillance mécanique ou un coup de vent soudain. Mais vite, le doute s'est porté sur une erreur humaine. Le comité d'enquête russe a ouvert une enquête approfondie pour déterminer si le pilote avait fauté lors de l'atterrissage ou du décollage. Certains rapports ont même suggéré que le pilote avait livré des déclarations ambiguës sur le déroulement des faits. Une procédure pénale a été engagée, le pilote étant mis en cause pour violation des règles de sécurité aérienne ayant entraîné plusieurs décès. S'il était reconnu coupable, il risquait jusqu'à 10 ans de prison. L'agence russe de l'aviation civile a confirmé que l'hélicoptère s'était incliné après l'atterrissage et qu'un rapport indiquait qu'il avait blessé les victimes en tentant de redécoller. Les spécialistes pointent du doigt la possible instabilité de la zone d'atterrissage, malgré l'expérience de l'équipage. Rupert Beaumont n'était pas un touriste ordinaire. Associé senior chez Slaughter & May, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Londres, il avait contribué à des dossiers majeurs, notamment la chute de la Barings Bank dans les années 1990. Ses amis le décrivent comme brillant, généreux et chaleureux, un homme passionné de pêche, de golf et de bridge. Mark Robertson, son compagnon de voyage, était marchand d'art. Sa vie privée reste peu documentée, mais sa famille a exprimé son chagrin via le ministère des Affaires étrangères britannique. Quant à Alexander Tushnikov, guide réputé parmi les pêcheurs internationaux, il disposait de nombreuses années d'expérience sur le terrain. Tous trois ont trouvé la mort instantanément. La nouvelle du drame s'est répandue rapidement. Le ministère britannique des Affaires étrangères a confirmé les décès et présenté ses condoléances. Les familles ont demandé du respect pour leur deuil. Suzy, l'épouse de Rupert, alors en Australie, est retournée au Royaume-Uni avant de rejoindre la Russie pour être auprès de leur fils James. La péninsule de Kola était devenue un Eldorado pour les pêcheurs d'élite. Les hélicoptères utilisés y étaient considérés comme modernes et les pilotes hautement qualifiés. Mais ce jour-là, un drame inouï a fauché 3 vies en quelques secondes. Qu'il s'agisse d'un mauvais jugement du pilote ou de la fragilité du sol, cette expédition paisible s'est muée en une tragédie incommensurable dans l'un des endroits les plus isolés de la planète. Le 28 novembre 1981, près de l'île de Catalina en Californie. Natalie Wood, 43 ans, actrice récompensée et plusieurs fois nommée aux Oscars, embarqua sur le yacht Splendor pour un week-end. Elle était accompagnée de son mari, l'acteur Robert Wagner, de son co-vedette de Brainstorm, Christopher Walken, et du capitaine du yacht, Dennis Davern. Ce séjour devait être calme et reposant, mais dans la nuit, quelque chose tourna mal. Le lendemain matin, on retrouva le corps de Natalie flottant à la surface. Elle portait une chemise de nuit, des chaussettes et une veste en duvet. Pendant des années, sa mort fut considérée comme un accident tragique. Pourtant, l'histoire est bien plus complexe et reste non résolue. Natalie Wood, née Natalia Nikolaevna Zakharenko le 20 juillet 1938 à San Francisco, avait grandi sous l'influence d'une mère. Maria, convaincue par une cartomancienne que sa fille serait célèbre, mais qu'elle devrait se tenir loin des hauts sombres. Devenue star enfant, elle joua dans Miracle on 34e Street à 8 ans. Plus tard, elle fut nommée aux Oscars, notamment pour À l'Est d'Éden, Rebel Without a Cause. Elle fréquenta des icônes comme Elvis Presley et vécut une relation tumultueuse avec Robert Wagner. Ils se marièrent en 1957, divorcèrent 5 ans plus tard, puis se remarièrent en 1972, devenant parents d'une fille. Au début des années 1980, sa carrière ralentit sans pour autant ternir sa renommée. Elle venait d'achever le tournage de Brainstorm avec Christopher Walken. Sur le plateau, certains murmuraient qu'ils se rapprochaient. Des rumeurs naquirent, creusant un fossé entre elle et Wagner. Le week-end de Thanksgiving 1981 devait être paisible, mais dès le départ, l'atmosphère fut tendue. Selon Davern et d'autres, Wagner était mal à l'aise face à la complicité entre Natalie et Walken. Sur l'île, Natalie et Walken restèrent des heures dans un bar avant l'arrivée de Wagner, déjà furieux. Ce soir-là, le groupe dîna au Harbor Reef de Doug. Témoins et serveurs évoquent des verres qui s'entrechoquent et un éclat de voix si violent qu'un verre aurait volé en morceaux. Vers 22h, ils regagnèrent le yacht. Là, la situation dégénéra. Selon Davern, on continua à boire à bord. Wagner accusa Walken de trop approcher Natalie et fracassa une bouteille de vin sur la table. Walken regagna sa cabine à pas rapide, tandis que Natalie et Wagner montèrent en silence dans la leur. Davern entendit ensuite des cris depuis le pont, puis un silence pesant. En vérifiant, il constata l'absence de Natalie. Wagner affirma qu'elle avait pris la barque de secours, une affirmation étrange. Natalie avait la phobie de l'eau et n'aurait jamais quitté le Splendor seule. Davern suggéra d'allumer les projecteurs ou de lancer un appel de détresse. Wagner refusa. Les secours ne furent appelés qu'à 1h30 du matin, soit plus de 4 heures plus tard. À 8h du matin, on retrouva le corps de Natalie à environ 1 mile du yacht. La barque était à proximité.
L'autopsie révéla des ecchymoses et une entaille au visage, mais le décès fut classé noyade accidentelle. Pourtant, proches et amis doutèrent de cette version. Sa sœur, Lana, affirma que Nathalie ne se serait jamais aventurée seule près de l'eau la nuit. Au fil des ans, de nouveaux témoins livrèrent des récits incompatibles avec l'enquête initiale. En 2011, Davern reconnut ne pas avoir tout dit. Il pensa alors que Wagner était impliqué. Une femme sur un bateau voisin déclara avoir entendu une femme crier à l'aide entre 23h et 23h30. Un autre témoin, alors âgé de 17 ans, parla de cris et de pleurs venant de l'eau. D'autres témoignages firent surface. L'un évoqua une attitude agressive de Wagner envers Nathalie des années plus tôt. Un autre raconta que Nathalie, terrifiée, s'était réfugiée chez lui dans les années 50, craignant ce que Wagner pourrait lui faire. Ces éléments poussèrent les autorités à rouvrir le dossier en 2011. En 2012, la cause du décès fut révisée en noyade et autres facteurs indéterminés. En 2018, Wagner fut officiellement désigné personne d'intérêt. Son récit variait et ne concordait pas avec les témoignages. Le lieutenant John Corina souligna que Wagner était la dernière personne vue avec Nathalie et que son histoire ne tenait pas debout. Aujourd'hui âgé de 95 ans, Wagner n'a jamais été entendu de nouveau par les enquêteurs et nie toute implication. Walken, pour sa part, a coopéré, qualifiant l'affaire d'horrible accident. Sans en dire davantage. L'enquête reste ouverte, personne n'a été mis en examen. Mais les proches de Nathalie poursuivent leur quête de vérité. 40 ans plus tard, le mystère demeure. Qu'est-il vraiment arrivé à Nathalie Wood sur ce yacht ? Aux premières heures du 23 mai, Daniel Williams, musicien de 39 ans autrefois célèbre pour ses roulements de batterie tonitruants au sein du groupe de metalcore chrétien The Devil Wears Prada, se trouvait à bord d'un avion privé pour un trajet à travers le pays. À seulement quelques kilomètres de sa destination, le vol a pris une tournure dévastatrice, laissant derrière lui un quartier calciné, une communauté musicale en deuil et des proches peinant à accepter une perte trop prématurée. Daniel était rompu à l'art de survivre. Originaire de Dayton, Ohio, il avait échappé à la fusillade de 2019 devant le bar Ned Peppers qui avait fait 9 morts et des dizaines de blessés. « Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie », avait-il confié par la suite. Il en était sorti vivant et transformé, militant ensuite pour un meilleur contrôle des armes à feu. Cette épreuve tragique ne l'avait pas brisé, mais lui avait donné une raison de vivre avec encore plus d'intention. Après avoir quitté The Devil Wears Prada en 2016, Daniel s'était tourné vers l'ingénierie logicielle tout en restant profondément lié à la musique. Il avait trouvé le bonheur à San Diego aux côtés de sa fiancée, Hannah Ray, qui le décrivait comme l'âme la plus bienveillante et optimiste qu'elle ait jamais connue. Tard dans la nuit du 22 mai, Daniel avait embarqué sur un jet privé à l'aéroport de Teterboro, New Jersey, accompagné du manager musical et pilote Dave Shapiro et de 4 autres professionnels de l'industrie. Daniel documentait son voyage sur Instagram, postant des photos depuis le cockpit et se surnommant, en plaisantant, copilote. L'un de ses derniers messages traduisait une excitation étrange. « C'est parti !» Le Cessna Citation 550 de 8 places devait relier le New Jersey, faire escale à Wichita, Kansas pour le plein, puis atterrir à San Diego. Il n'a jamais atteint sa destination. À 3h45, à seulement 3 km de l'aéroport Montgomery Gibbs Executive, le jet a heurté des lignes à haute tension dans un épais brouillard. L'appareil s'est écrasé dans le quartier de Murphy Canyon, s'embrasant dans une boule de feu qui a ravagé des maisons, incendié des véhicules et projeté du kérosène dans la rue. Des caméras de sonnette ont filmé l'impact, le ciel éclatant en flammes et le chaos envahissant la rue. Les 6 occupants, dont Daniel et Dave, sont morts sur le coup, miracle. Aucun résident au sol n'a péri, mais le voisinage a subi d'importants dégâts. 10 maisons ont été endommagées et 8 riverains blessés en tentant de fuir, dont une famille de 5 personnes hospitalisées pour inhalation de fumée. Le décès de Daniel a bouleversé la communauté musicale. Son ancien groupe a publié un hommage sobre mais poignant. « Pas de mots, on te doit tout, on t'aime pour toujours ». Les acteurs du milieu ont également exprimé leur tristesse, pleurant non seulement Daniel, mais aussi Dave Shapiro, agent influent, producteur et fondateur de Sound Talent Group et Velocity Records. Dave venait d'acheter le jet et possédait une licence de pilote sans que l'on sache clairement qui était aux commandes lors du crash. La National Independent Talent Organization a salué à son tour Shapiro, le qualifiant de visionnaire ayant façonné la carrière de nombreux artistes et aidé l'industrie à affronter la pandémie. Pour Hannah, la tragédie revêtait une dimension encore plus cruelle.
Daniel est mort le jour où ils devaient célébrer 14 ans de leur relation, entamée le 22 mai 2011. Elle a partagé des photos de leur vie à deux, s'accrochant à des souvenirs qui remplacent désormais un futur qu'ils ne vivront jamais. L'accident fait l'objet d'une enquête du National Transportation Safety Board et de la FIA. Les enquêteurs examinent les débris, les enregistrements de vol et les communications audio. On pense que l'épais brouillard a joué un rôle. Les enregistrements du cockpit, captés juste avant la catastrophe, indiquent que l'avion était à 3 miles de l'approche finale. Daniel Williams laisse plus qu'un héritage musical. Il laisse le témoignage d'une vie qui a survécu à la violence, embrassé le changement et incarné la résilience. Nous sommes le 25 juillet 2017. L'Emerald Princess, un paquebot de luxe, navigue sur les eaux calmes de l'Alaska. À son bord se trouvent Kenneth et Christy Manzanares, accompagnés de leurs 3 filles et de leur famille élargie. Ils viennent de quitter Seattle pour célébrer leurs 18 ans de mariage. De l'extérieur, tout semble paisible. Mais dans la cabine D726, un drame est en train de se jouer. Christy, 39 ans, était une mère attentionnée, décrite par ses proches comme douce et pleine de vie. Ce voyage devait être un moment privilégié en famille. Pourtant, dès la 2e nuit, les choses vont tourner au cauchemar. Ce soir-là, Kenneth et Christy se trouvent dans la cabine avec 2 de leurs filles. La tension monte depuis plusieurs heures et Christy confronte Kenneth sur son comportement. Elle lui annonce qu'elle veut divorcer et lui ordonne de descendre du bateau à la prochaine escale, à Juneau, puis de rentrer seule à Utah. Selon les dossiers du tribunal, c'est à cet instant que tout bascule. Kenneth fait sortir les filles pour qu'elles rejoignent la cabine voisine avec d'autres membres de la famille. Quelques instants plus tard, elles entendent un cri étranglé de leur mère. Elles se précipitent vers la porte, mais Kenneth les en empêche. Elles courent alors jusqu'au balcon commun et regardent à travers la baie vitrée. Elles voient leur père plaqué sur Christy, enchaînant les coups. Elles tentent de se défendre. En vain. Il marque un court instant d'arrêt à la vue du sang, puis recommence sans pitié. Le frère de Christy arrive peu après et parvient à empêcher Kenneth de traîner sa sœur vers le balcon. On dit que Kenneth avait tenté de la précipiter par-dessus bord. Son frère l'a ramenée dans la cabine. La sécurité et le personnel médical sont appelés en urgence. Ils s'efforcent de ranimer Christy, mais elle décède peu après. La cause du décès est un traumatisme crânien et facial massif. Les descriptions du lieu du crime, consignées dans les actes judiciaires, parlent de scènes particulièrement bouleversantes. Kenneth, couvert de sang, est arrêté le lendemain à l'arrivée du navire au port de Juneau et placé en détention préventive. Le plus insupportable reste que 2 de leurs filles ont été témoins de la scène. Bien qu'elles n'aient pas assisté directement à l'attaque, elles en ont vu l'issue macabre. Un passager se souvient avoir vu une petite fille courir dans le couloir. Kenneth a d'abord plaidé non coupable, avant de reconnaître sa responsabilité dans le cadre d'un accord avec le parquet. Il a affirmé que Christy s'était moquée de lui et ne s'était pas arrêté, ce qui l'aurait fait craquer. Il prétend ne plus se souvenir de rien à partir du moment où il a vu le sang. L'événement a choqué tout l'équipage et les passagers. Certains ont cru, un instant, qu'il s'agissait d'une mise en scène du spectacle mystère prévu ce soir-là. Mais ce n'était pas une performance, c'était la réalité. Lors des audiences, les avocats de Kenneth ont réclamé une peine réduite, évoquant des séquelles de choc crânien dues au sport de contact, un trouble bipolaire non traité et l'association de médicaments et d'alcool. Ils ont soutenu que ce cocktail avait déclenché un épisode de violence inhabituel. Le parquet a, en revanche, souligné des antécédents de colère où il avait retenu Christy de force. Le juge Timothy Burgess a jugé ces arguments insuffisants et a qualifié l'acte de violent et tragique, d'autant plus qu'il avait eu lieu sous les yeux des enfants. Kenneth a finalement écopé de 30 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de liberté supervisée, sans possibilité de libération conditionnelle. Quelques mois plus tard, Kenneth a été retrouvé inconscient dans sa cellule de la prison de Juneau. Les secours ont tenté de le ranimer, mais il a été déclaré mort. Il avait 43 ans, aucune suspicion d'acte criminel n'a été retenue et la cause précise de son décès n'a pas été divulguée. Il n'avait pas encore été transféré vers un établissement fédéral. L'Emerald Princess a poursuivi sa croisière comme si de rien n'était. La cabine D726 a été nettoyée et remise en service. Mais pour la famille de Christy et surtout pour leur fille, rien ne sera plus jamais comme avant. Elles ont perdu ce soir-là à la fois une mère, un père et leur innocence d'enfant. Début 2024 à Sydney, Australie. Lik-Sin Wang, millionnaire de 60 ans, avait accepté de passer la nuit à bord d'un yacht avec son compagnon intermittent Peter Ray, 56 ans. Le yacht, baptisé Taloa, mesurait 14 mètres et était amarré près de Cam Ranh, sur la côte nord de Sydney. D'une valeur d'environ 250 000 $, il constituait le projet de passion de Peter depuis plus d'1 an. Peter, plombier de formation, adorait la voile.
Depuis 18 mois, il restaurait Taloa en vue de le faire concourir lors de l'Early Beach Race Week dans le Queensland. Il envisageait aussi un grand changement de vie. Selon son ex-femme Andrea, avec qui il partage 3 enfants adultes, Peter était prêt à tout recommencer et restait un père dévoué malgré leur séparation. Lixin Wang, elle, venait d'un tout autre univers. Propriétaire de plusieurs établissements pour adultes à Sydney, notamment le Flamingo Club et le Xanadu Haven à Bondi, elle avait fait fortune, mais avait aussi essuyé controverses et plaintes. Plusieurs anciens employés l'accusaient de les avoir fait travailler sans salaire, et l'un d'eux affirmait qu'elle dissimulait aux clients l'identité de son personnel. Le Flamingo Club appartenait auparavant à Luke Nesbitt, derrière les barreaux plus de 3 ans après avoir été surpris avec près de 500 grammes de drogue. À son arrestation, Wang aurait repris l'établissement. Parallèlement à ses boîtes de nuit, Wang possédait un salon de massage à son nom. Quelques mois avant sa fermeture, elle en avait vendu le bâtiment plus de 16 millions de dollars, alors qu'elle ne l'avait acheté que 10 ans plus tôt pour moins de 10 millions. On lui prête également plusieurs autres biens immobiliers à Sydney. Malgré sa réussite, ses méthodes défraient régulièrement la chronique. À la fermeture du Flamingo Club, certains anciens employés prétendaient qu'elle leur devait encore d'importantes sommes. Un lundi, Wang et Ray arrivèrent séparément à la marina et montèrent à bord du Taloa, s'attendant à un séjour paisible. Mais dès mercredi soir, ils étaient injoignables depuis 2 jours. Inquiets, des amis de Ray alertèrent les services d'urgence. Vers 21 h, la police intervint sur le bateau, ancré près de Tunks Park. Une forte odeur à l'intérieur les poussa à faire appel aux pompiers équipés de masques respiratoires au cas où il s'agirait d'une fuite de gaz. Dans la cabine principale, les autorités découvrirent Wang et Ray, allongés côte à côte, inanimés. Aucun signe de violence, pas de sang, pas d'armes. La scène fut jugée suspecte. Des substances illégales et d'autres objets troublants furent saisis, déclenchant une enquête médico-légale complète. Les bouteilles de gaz furent retirées du bateau et les enquêteurs étudièrent l'hypothèse d'une intoxication au monoxyde de carbone. Un expert maritime expliqua qu'un système de gaz défectueux dans une cabine fermée peut rapidement saturer l'air de gaz toxique, surtout par temps frais. Des témoins affirmèrent entendre le générateur tourner pendant près de 48 heures sans jamais voir personne monter ou descendre du yacht. Les voitures de Ray et Wang restaient garées à la marina, suggérant qu'ils n'étaient jamais partis. Les enquêteurs estiment que les 2 décès se sont produits entre lundi soir et mercredi matin. La police qualifia l'affaire de suspecte, non en raison d'indices d'obéissance de crime, mais faute de cause claire. Les autorités attendent désormais les résultats de la toxicologie et de l'autopsie pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Un autre élément mystérieux relie l'affaire à Wang. Quelques mois avant un tragique incident dans un centre commercial de Bondi, une personne avait tenté de postuler au Flamingo Club. Le manager avait refusé sa candidature, trouvant cela étrange. Même si Wang n'était pas directement impliqué, c'était un nouveau lien troublant avec ses affaires. Peter Ray, lui, se concentrait simplement sur l'achèvement du Taloa et le début d'une nouvelle vie. Mais ce qui aurait dû être un nouveau départ s'est transformé en un drame resté sans réponse. Pour l'instant, les causes des morts de Lixin Wang et Peter Ray demeurent non élucidées. Le 21 octobre 2022, la mer des Caraïbes est devenue le témoin silencieux d'une perte dévastatrice. Un avion privé, épuré et pensé pour le luxe, a disparu sans avertissement au large des côtes du Costa Rica. À bord se trouvaient 6 personnes, dont l'un des entrepreneurs les plus en vue d'Allemagne, Rainer Schaller, un homme dont le nom était associé à l'innovation, au succès et parfois à la controverse. Ce dernier voyage est entré au panthéon des tragédies aériennes. Rainer Schaller, né le 4 janvier 1969, était surtout connu comme fondateur et PDG du groupe RSG, un empire mondial du fitness réunissant des marques telles que McFit, John Reed et Gold's Gym. Présent dans 48 pays et fort de plus de 41 000 employés, il avait bâti un réseau tentaculaire dans l'industrie du sport et du bien-être. Sa trajectoire dépassait toutefois le seul univers des affaires. En 2010, il avait été sous les projecteurs internationaux comme organisateur de la Love Parade de Duisbourg, où une bousculade tragique avait coûté la vie à 21 personnes, marquant durablement son image. Ce 21 octobre 2022, Rainer embarquait à bord d'un Piaggio P180 Avanti, un biréacteur turbopropulseur italien depuis Palenque, Mexique, à destination finale de Limón, Costa Rica. L'accompagnait sa compagne Christiane Sikorski, 44 ans,
Leurs enfants Aaron et Finja, son coach personnel Marcus Kurek, 40 ans, et un pilote suisse de 66 ans. Cet appareil, reconnu pour son design unique et souvent utilisé pour les déplacements d'affaires, faisait partie de la flotte de Chalair depuis 2019. Aux environs de 18 heures, alors que l'avion amorçait sa descente vers l'aéroport de Limo à environ 275 miles par heure, le contact radio a été perdu à seulement 230 pieds d'altitude. La disparition s'est produite près de Barra de Parismina, une zone isolée de la côte Caraïbe. Quelques instants plus tard, le radar n'a plus détecté l'appareil, plongeant tous ceux qui suivaient le vol dans l'incertitude. Les autorités costariciennes ont été alertées presque immédiatement. Le ministère de la Sécurité publique a confirmé qu'un vol en provenance du Mexique avec 5 passagers allemands n'était jamais arrivé. Au petit matin, une vaste opération de recherche a été lancée, coordonnée par la garde côtière et la Croix-Rouge. Des débris de l'avion ont été retrouvés à 28 km au large. Morceaux de fuselage tordus, effets personnels, sacs à dos, trousses de maquillage et 2 corps, un adulte et un enfant. Ces découvertes macabres ont confirmé les craintes diffusées sur les médias et les réseaux sociaux. Si l'identité des victimes avait d'abord été tenue secrète, il a ensuite été établi que les corps retrouvés étaient ceux de Rainer et de son jeune fils Aaron. Les 4 autres passagers, Christian, Finja, Marcus et le pilote, restaient introuvables et étaient présumés morts. L'océan, muet et profond, n'offre que peu de réponses. En Allemagne et au-delà, la stupeur a été immense. Le groupe RSG a publié un communiqué empreint de tristesse et le ministère allemand des Affaires étrangères a indiqué qu'il collaborait étroitement avec les autorités costariciennes. À ce jour, les causes de l'accident restent inconnues. Aucun dysfonctionnement mécanique ou erreur de pilotage n'a été officiellement mis en évidence. Des experts en sécurité aérienne ont néanmoins souligné les défis liés à l'utilisation d'un tel avion monopilote, surtout lors d'une descente complexe en conditions météorologiques défavorables. Cet accident a ramené brutalement la vie d'une famille, d'un chef d'entreprise et de leurs proches à un demi-silence infini. Ce qui devait être un vol de routine entre 2 pays s'est achevé dans la solitude de l'océan, avec des fragments de vie éparpillés sur les vagues. Aujourd'hui, seuls demeurent les débris et le silence. L'enquête se poursuit, mais pour les familles endeuillées et l'entreprise qui pleure son fondateur, les réponses risquent de ne jamais suffire. Nous sommes le 30 mai 2025, au cœur de l'isolement du nord de la Namibie. Bernd Kebel, homme d'affaires allemand de 59 ans et grand soutien de la conservation, faisait un safari dans la région du Kunene. Il n'était pas qu'un simple visiteur. Depuis des années, Bernd participait à la protection des lions adaptés au désert namibien. Il avait fait d'importants dons à des projets de conservation et fourni des véhicules aux chercheurs de la zone. Il était accompagné de son épouse, Connie Kebel, 57 ans, et d'un cercle d'amis proches, dont 6 enfants. Il circulait dans 3 4x4 équipés de tentes de toit, typiques du camping dans le désert. Il s'était arrêté à proximité du Hoanib Skeleton Coast Camp, l'un des rares lieux où subsistent encore ces lions désertiques. Cette nuit-là, le silence du désert était total et l'obscurité absolue. Chacun s'était installé dans sa tente de toit, convaincu d'être en sécurité à l'abri du sol. Bernd et Connie dormaient dans la tente montée sur leur véhicule. Vers 1h30 du matin, Bernd a descendu l'échelle pour aller aux toilettes, un déplacement bref et banal pour tout safari. Mais non loin, une lionne nommée Charlie attendait. Charlie n'était pas une lionne ordinaire. À 12 ans, elle était gravement émaciée. Des photos prises quelques semaines plus tôt montraient ses côtes saillantes. Autrefois vedette d'un célèbre documentaire, elle était désormais affamée et avait perdu toute crainte de l'humain. Dès que Bernd a posé le pied à terre, Charlie l'a attaqué, s'en prenant à son cou avant de le traîner dans les broussailles. L'assaut fulgurant et brutal lui a été fatal. Connie a été réveillée par des bruits étranges, puis par la voix de son mari et le rugissement de la lionne. En jetant un œil à l'extérieur, elle a vu Charlie emporter Bernd. Sans hésiter, elle a saisi une barre de métal fixée au véhicule et s'est précipitée vers la lionne. Elle a frappé Charlie à plusieurs reprises en hurlant. À un moment, elle a même attrapé le collier de repérage en cuir et tenté de le lui retirer. Un autre campeur est alors intervenu, frappant la lionne avec une lampe torche. Finalement, Charlie a reculé et disparu dans l'obscurité. Mais il était déjà trop tard. Bernd était mort presque instantanément de ses blessures. Le groupe est resté uni, tentant de comprendre l'horreur qui venait de se dérouler. Mais le danger n'était pas écarté. Charlie est revenu, encerclant le camp et simulant des charges sous plusieurs angles.
Les rescapés ont dû rester à l'intérieur de leur véhicule pour se protéger. La nuit suivante, la lionne s'est approchée d'un autre camp à proximité, déchirant une tente à coups de crocs et de griffes. Des images ultérieures ont montré l'ampleur des dégâts. Charlie était devenue trop dangereuse. Le ministère namibien de l'Environnement et du Tourisme a ouvert une enquête. Il a conclu que la lionne avait perdu toute peur des humains. Le 1er juin, soit 2 jours après l'attaque, les autorités l'ont retrouvée sous un buisson et l'ont abattue. Connie est ensuite sortie de son silence. Elle a exprimé qu'ils avaient fait leur deuil de l'accident, mais qu'ils n'avaient jamais souhaité la mort de Charlie. Elle a souligné combien elle et Bernd chérissaient cet endroit. Les habitants, médusés par le courage de Connie, ont qualifié son geste d'héroïque. Un guide local, proche du couple, a confié que peu de gens pourraient affronter une lionne et en réchapper. Mais Connie l'a fait. Les experts estiment qu'il reste une 60aine de lions désertiques dans la région du Kunene et environ 800 dans toute la Namibie. Survivant dans des conditions extrêmes, ils puisent l'essentiel de leur eau dans leur proie. Mais l'expansion humaine réduit leur territoire et accroît les conflits. Bernd avait consacré des années à leur protection. Il soutenait le Desert Lion Project et épaulait des chercheurs comme le docteur Philip Flip Stender. Un lion mâle avait même été baptisé Cable en son honneur avant d'être abattu pour des raisons de sécurité. Propriétaire de l'Off-Road Center à Windhoek, fournisseur de matériel de safari, il laissait derrière lui ses enfants, Dieter et Heidi, établis en Afrique du Sud, qui ont regagné la Namibie pour rejoindre leur mère après la tragédie. La police a confirmé la mort de Bernd, précisant que les campeurs avaient tenté de secourir la victime, mais que l'attaque avait été trop rapide. Le ministère a confirmé l'incident et poursuivi son enquête. Conservationnistes et spécialistes de la faune ont pleuré la perte de Bernd et de Charlie. Comme l'a résumé un expert, la disparition d'un homme, d'une lionne et d'une part de la nature namibienne laisse une empreinte profonde. Le 15 novembre 2004, à Newport Beach, Californie, Thomas et Jackie Hawks, tous deux âgés d'une 50aine d'années, vivaient à bord de leur yacht de 55 pieds, le Well Deserved, depuis 2 ans. Ils avaient traversé l'océan Pacifique et le golfe de Californie, savourant la vie en mer. Mais avec l'arrivée prochaine d'un petit enfant, ils étaient prêts à vendre le bateau pour se sédentariser. Hélas, rien ne se passa comme prévu. Thomas, ancien agent de probation à la retraite et ex-bodybuilder, avait 2 fils, Matt et Ryan, d'un premier mariage. Jackie Zanduna et sa seconde épouse les avaient aidés à grandir. Lorsque Matt annonça qu'il allait devenir père, le couple décida de rentrer chez lui et de mettre leur yacht en vente. C'est alors que Skylar de Léon les contacta, accompagné de sa femme enceinte et de leur jeune fille. Les Hawks, prudents, se laissèrent néanmoins rassurer par cette famille. De Leon prétendait disposer de fonds importants et avoir joué dans Mighty Morphin Power Rangers, taisant sa condamnation pour vol à main armée et ses intentions bien plus sinistres. Il fixa une sortie en mer pour le 15 novembre et se fit accompagner de 2 complices. L'ex-gardien de prison, Alonso Machin, et l'ancien membre de gang, John Fitzgerald Kennedy. Les Hawks ne les connaissaient pas, mais faisaient confiance à De Leon. Ce matin-là, les 5 embarquèrent à bord du yacht et s'éloignèrent des côtes. Ce fut la dernière fois que Thomas et Jackie furent vus vivants. Le couple fut ligoté et bâillonné avec du ruban adhésif. Thomas fut contraint de signer des documents transférant à De Leon la propriété du yacht et le contrôle de leur compte bancaire. Puis, Thomas et Jackie furent attachés à une ancre de 30 kg et jetés par-dessus bord, encore vivants. Leurs corps ne furent jamais retrouvés. Quand le Well Deserved rentra sans eux, l'inquiétude monta au sein de leur famille. Les Hawks, toujours en contact, devaient fêter un nouvel anniversaire familial. Le 26 novembre, leurs fils déclarèrent leur disparition. Les enquêteurs découvrirent bientôt qu'on avait tenté d'accéder à leur compte depuis le Mexique. De Leon affirma avoir acheté le yacht et prétendit que les Hawks étaient repartis avec l'argent de la vente. Il présenta un acte de vente signé et un faux sceau notarial. Le notaire avoua plus tard avoir été payé pour mentir. Peu après, la voiture des Hawks fut retrouvée abandonnée près d'un parc de mobile home lié à De Leon. En mars 2005, Machin se rétracta et confessa tout aux autorités. Grâce à ses aveux, la police put arrêter De Leon, sa femme Jennifer et Kennedy. Les enquêteurs apprirent aussi que De Leon avait assassiné un certain John Jarvis 1 an plus tôt. Cette affaire était restée non élucidée jusqu'alors. Les procureurs affirmèrent que le plan de Leon était prémédité. Voler le yacht pour financer ses projets personnels, dont sa transition de genre. Jennifer, enceinte, avait été envoyée pour inspirer confiance au couple. Jennifer fut condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Kennedy reçut la peine de mort en 2009. Machin, en coopération avec la justice, bénéficia d'une peine de 20 ans. De Leon, né John Julius Jacobson Jr., avait eu une jeunesse troublée, un passage dans la marine et quelques rôles d'acteur. En 2008, il avoua les 3 meurtres et fut condamné à mort.
En détention, il entama un traitement hormonal, changea de nom et de genre en 2019, puis subit une chirurgie en 2023. À ce jour, les corps de Thomas et Jackie Hawkes n'ont jamais été retrouvés. Leurs fils ont perdu leurs 2 parents et le yacht a finalement été vendu. Leur histoire a été relatée dans un épisode de 20 sur 20 intitulé Overboard. Skylar de Leon et John Fitzgerald Kennedy attendent toujours leur exécution. Jennifer purge sa peine à la prison de Chowchilla et Machin est incarcéré à Valley State Prison. Un autre complice, Myron Gardner, a purgé 4 ans pour complicité. Ce qui s'est joué à bord du Well Deserved n'était pas un accident. C'était un crime parfaitement orchestré, terminant en un drame que personne n'avait vu venir. Le 3 mars 2023, un jet privé en partance pour Washington DC a dévié de sa trajectoire et a dû effectuer un atterrissage d'urgence dans le Connecticut. Parmi les 5 personnes à bord, 4 seulement ont survécu à ce vol chaotique. Ce qui avait commencé comme un simple déplacement s'est transformé en une tragédie irréversible, marquant à jamais la famille, les collègues et la communauté aéronautique. Dana Hyde, 55 ans, avait consacré sa carrière au plus haut niveau de la fonction publique et de l'élaboration des politiques. Elle avait servi au sein des administrations Obama et Clinton et siégé à la commission sur les attentats du 11 septembre, National Commission on Terrorist Attacks upon the United States. En mars 2023, elle intervenait comme consultante à temps partiel pour l'Aspen Institute, où elle coprésidait le Partnership for an Inclusive Economy, rôle qui reflétait son engagement en faveur de systèmes plus équitables. Dana vivait à Cabin John, Maryland, avec son mari, Jonathan Chambers, et leurs 2 fils. Jonathan était associé de Connexon LLC, une entreprise de haut débit rural basée à Kansas City, Missouri. Le bombardier Challenger 300 qu'ils avaient pris ce jour-là appartenait à Connexon. L'appareil avait décollé de Keene, New Hampshire, en direction de Leesburg, Virginie, mais a rencontré des difficultés techniques peu après le départ. L'incident a débuté par plusieurs alertes en cockpit, poussant les pilotes à suivre une checklist d'urgence. Ils ont coupé un système clé, le stabilisé trim qui règle l'assiette de l'empennage pour maintenir l'appareil à plat. Bien que cette manœuvre obéisse au protocole de sécurité, elle a déclenché une réaction catastrophique. Le nez de l'avion s'est brusquement cabré, imposant aux occupants une force équivalente à 4 fois la gravité. Quelques instants plus tard, l'appareil est plongé puis remonté de façon incontrôlée dans une valse mortelle dont personne à bord ne pouvait triompher. Au cœur de cette instabilité terrifiante, Dana a subi des blessures contondantes fatales. Elle a été la seule victime. Son mari, leur fils et les 2 pilotes sont sortis indemnes. L'avion, incapable de maintenir un vol stable, a été dérouté vers l'aéroport international Bradley dans le Connecticut. L'atterrissage d'urgence a eu lieu environ 17 minutes après le décollage. Les secours ont rejoint l'appareil et Dana a été transportée en ambulance au centre médical Saint-Francis de Hartford. Malgré tous les efforts, elle a été déclarée morte dans la soirée, des lésions majeures au cou, à la tête, au corps et aux extrémités ayant provoqué son décès. Un premier amalgame a imputé l'accident à une turbulence, mais le National Transportation Safety Board, NTSB, a rapidement écarté cette hypothèse. La tragédie résulte finalement de défaillances mécaniques et procédurales liées au système de trim. Dans ses conclusions provisoires, le NTSB a souligné une série d'erreurs inquiétantes. Avant le décollage, l'un des 2 indicateurs de vitesse avait failli lors d'un décollage avorté, vraisemblablement dû à un capuchon de sonde oublié. Les pilotes, après avoir tenté de résoudre le problème, ont néanmoins poursuivi le vol malgré le message d'avertissement toujours actif. En vol, de nouvelles alertes de prudence sont apparues. Le commandant de bord a choisi de continuer la montée et d'enclencher le pilote automatique tout en essayant de corriger les anomalies, décision qui a aggravé la suite des événements. Lorsque le pilote automatique a été coupé, le jet s'est de nouveau cabré brutalement, déclenchant la séquence vertigineuse qui a coûté la vie à Dana. L'équipage était composé de 2 pilotes chevronnés, totalisant plusieurs milliers d'heures de vol, bien qu'ils aient récemment obtenu leur qualification sur Challenger 300. La Federal Aviation Administration avait déjà publié des consignes de sécurité concernant le système de stabilisé trim de ce modèle suite à des signalements de problèmes de contrôle similaires. Bombardier, le constructeur canadien, a déclaré étudier l'incident tout en affirmant sa confiance dans l'aptitude à voler de l'appareil. Les enregistreurs de vol et de voix du cockpit ont été envoyés au siège du NTSB pour analyse approfondie. Le FBI a également rejoint l'enquête sans qu'aucune piste criminelle ne soit envisagée. Les autorités n'ont pas précisé si Dana portait sa ceinture de sécurité au moment du drame. À l'annonce de son décès, d'anciens collègues et diverses institutions ont rendu hommage à Dana.
L'Aspen Institute l'a décrite comme une dirigeante brillante et généreuse, dont le travail visait à nouer des partenariats capables de générer un changement durable et positif. Son héritage, forgé par des décennies de services publics, porte désormais aussi le poids d'un récit d'avertissement. L'importance cruciale du respect des procédures, la fiabilité de la conception aéronautique et les conséquences impitoyables d'une erreur en altitude. Nous sommes le 22 février 2025 à San Pedro, au Belize. 3 Américaines, Kautar Nakad, 23 ans, Iman Mala, 24 ans, et Wafae El Harar, 26 ans, ont été retrouvées inconscientes dans leur chambre du Royal Cahal Beach Resort, un hôtel de luxe prisé des touristes. Le groupe prévoyait de prendre l'avion le lendemain pour rentrer dans le Massachusetts. Elles étaient en bonne santé et enthousiastes à l'idée de ce voyage. Amis et proches les décrivaient comme gentilles, intelligentes et pleines de vie. Tout semblait normal, jusqu'au tournant soudain et inexplicable des événements. Le 21 février, le personnel de l'hôtel note quelque chose d'anormal. Aucune des 3 femmes n'a été vue depuis la veille. Les caméras de surveillance confirment qu'elles sont entrées dans leur suite le vendredi et n'en sont jamais ressorties. Le service de ménage frappe à la porte, sans réponse. Le matin suivant, après plusieurs tentatives, il entre dans la chambre et découvre une scène troublante. Les 3 jeunes femmes gisent inconscientes. Les premiers secours constatent des indices d'un événement soudain et grave. Malgré l'arrivée rapide des équipes d'urgence, toutes 3 sont déclarées mortes sur place. La police du Belize ouvre une enquête. Le commissaire Chester Williams déclare publiquement avoir trouvé dans la chambre de l'alcool, des cigarettes électroniques et des gummies. Il affirme qu'aucune substance illégale n'a été identifiée, suggérant que les victimes auraient mal réagi à quelque chose qu'elles avaient consommé. Les familles et les amis, bouleversés, estiment que cette explication ne correspond pas aux personnalités qu'elles connaissaient. Elle refuse de croire que les jeunes femmes auraient ingéré une substance dangereuse et juge la déclaration du commissaire hâtive et injuste. Une première autopsie réalisée au Belize conclut que chacune est décédée d'un œdème pulmonaire aigu, c'est-à-dire d'une accumulation de liquide dans les poumons. Mais cela ne permet pas de déterminer la cause de ce phénomène. Les corps sont ensuite rapatriés dans le Massachusetts pour une seconde autopsie. Les semaines passent et aucun élément nouveau n'apparaît. Début mars, une nouvelle information émerge. Une touriste sous le pseudonyme Jane avait séjourné au Royal Cahal juste après les décès. Préoccupée pour sa sécurité, elle avait contacté l'hôtel avant son arrivée. Un responsable, Daniel, l'avait rassurée en qualifiant l'incident de catastrophe ponctuelle liée à une substance ingérée. Jane l'avait cru, mais au 5e jour de son séjour, elle s'est réveillée avec la jambe gauche engourdie, des vertiges et une vision floue. En tentant de se lever, elle s'est effondrée et est restée immobile près de 40 minutes. Après son retour aux États-Unis, elle a continué à souffrir de confusion, de maux de tête et de troubles visuels. À l'époque, Jane ignorait la cause. Ce n'est qu'après avoir lu un article sur une fuite de monoxyde de carbone qu'elle fait le lien. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore pouvant s'échapper d'appareils à combustion. Il provoque vertige, engourdissement et confusion et devient mortel à forte concentration. Jane signale son cas à l'ambassade des États-Unis. Une amie apprend plus tard que certains logements de l'hôtel présentaient des teneurs dangereuses en monoxyde de carbone. L'ambassade, sans communiquer publiquement, déclare simplement collaborer avec les autorités locales. Sous cette pression, les responsables beliziens réalisent des tests environnementaux. Ils découvrent alors que certaines chambres affichent jusqu'à 500 ppm parties par million de monoxyde de carbone, un niveau largement supérieur au seuil de sécurité. Le 26 mars, les autorités confirment enfin la cause des décès, intoxication au monoxyde de carbone. Les résultats toxicologiques révèlent un taux de carboxyhémoglobine supérieur à 60% dans le sang des 3 femmes, attestant d'une exposition fatale. Aucune autre substance nocive n'est décelée. Les familles publient un communiqué commun exprimant leur chagrin et leur colère. Elles réclament une meilleure prévention pour éviter qu'une telle tragédie ne se reproduise et demandent des comptes sur les manquements qui ont permis à ce danger silencieux de passer inaperçu. Le Royal Cahal Beach Resort fermera finalement ses portes. Kautar, Iman et Wafae n'ont pas perdu la vie par hasard. Leur mort résulte d'un péril invisible, pourtant entièrement évitable. Leurs proches attendent toujours une pleine responsabilité des autorités, dans l'espoir que personne d'autre ne connaisse un sort similaire. Le 19 août 2024, au large de Porticello, un petit village de pêcheurs dans le nord de la Sicile.
Le super yacht de 56 mètres, baptisé Baisian, était à l'ancre avec 22 personnes à bord, 12 invités et 10 membres d'équipage. Ce voyage avait pour but de célébrer l'innocence de Mike Lynch, milliardaire de la tech, récemment blanchi dans une affaire judiciaire majeure. À ses côtés se trouvait son épouse Angela et leur fille de 18 ans, Anna, qui venait de terminer le lycée et se préparait à entrer à l'université d'Oxford. Les amis proches et fidèles alliés de Lynch, Jonathan Bloomer, président de Morgan Stanley International, sa femme Judy, et l'avocat Chris Morvillo avec son épouse Neda. Tous s'étaient réunis pour se détendre après une période longue et stressante. Dans la soirée du 18 août, la météo commença à se dégrader. Pour plus de sécurité, le yacht se rapprocha de Cefalù dans l'espoir d'éviter la tempête qui s'annonçait. L'équipage estimait avoir jeté l'ancre dans une zone sûre. Mais la situation tourna rapidement au cauchemar. À minuit, les vents étaient encore faibles, autour de 15 km/h, et un matelot assurait la veille. À 3 heures du matin, des nuages d'orage se formaient. À 3h55, la vitesse du vent s'accrut et le matelot filma l'approche de la tempête, partageant ensuite la vidéo en ligne avant de sécuriser diverses parties du yacht. En quelques minutes, les rafales atteignirent 55 km/h. L'ancre glissa et le yacht commença à pencher. À 4 heures, le capitaine fut tiré de son sommeil et l'équipage se mit en ordre de bataille. Le chef cuisinier, Recaldo Thomas, fut aperçu pour la dernière fois en train d'arrimer les ustensiles de cuisine et de s'entretenir avec ses collègues. À 4h06, la tempête devint violente. Les vents dépassèrent 130 km/h. En à peine 15 secondes, le yacht s'inclina à 90 degrés. L'équipage et les invités furent projetés à travers l'intérieur. Un matelot bascula à la mer. Certains tentèrent de sortir de leur cabine, tandis que d'autres se réfugiaient dans le salon principal, utilisant des tiroirs comme marchepied de fortune. La panique se répandit. Les survivants cherchèrent à gagner les ponts supérieurs et le capitaine donna des consignes pour éviter tout équipement dangereux. À 4h22, les balises de détresse furent activées. Un membre d'équipage aida un bébé à flotter en le calant dans un coussin de siège. Dans l'obscurité, les rescapés s'accrochaient aux débris. L'équipage lança un radeau de survie et les blessés y montèrent. Des fusées éclairantes furent tirées pour appeler les secours. À 4h53, un autre navire, le Sir Robert Baden-Powell, repéra les signaux lumineux et sauva 15 personnes de l'eau. Elles étaient frigorifiées, meurtries, mais vivantes. 7 autres n'ont pas survécu. Mike Lynch, sa fille Hannah, les époux Bloomer, les époux Morvillo et le chef Recaldo Thomas figuraient parmi les disparus. Le corps de Thomas fut le premier retrouvé près de l'épave. Ses amis d'Antigua le décrivaient comme un homme chaleureux et bienveillant. Les Bloomers et les Morvillos furent découverts à l'intérieur du yacht. Les autopsies révélèrent qu'ils avaient probablement épuisé l'air dans de petites poches d'air avant que les secours n'atteignent leur position. Le corps de Lynch fut retrouvé dans la coque. Récemment innocenté, il espérait que ce voyage marquerait un nouveau départ. Le corps de Hannah fut récupéré en dernier. Elle n'avait que 18 ans et se montrait enthousiaste à l'idée de commencer ses études universitaires. Sa sœur la décrivait comme joyeuse, réfléchie et aimante. Angela Lynch raconta que le premier battement d'inclinaison les avait réveillés avant que tout ne sombre dans le chaos. Charlotte Golunsky, passagère britannique sauvée avec son mari et son bébé, se souvint avoir tenu son enfant hors de l'eau dans l'obscurité totale pendant ce qui lui avait semblé une éternité. Le désastre se joua en à peine 16 minutes. Les enquêteurs estiment qu'un mésocyclone d'évolution rapide provoqua la tempête soudaine. La quille du yacht n'avait pas été abaissée et des lacunes dans le manuel de sécurité auraient laissé l'équipage démuni face à la rapidité avec laquelle le navire pouvait perdre sa stabilité. 3 membres d'équipage, dont le capitaine, font l'objet d'une enquête sans mise en examen à ce jour. Le yacht repose désormais à 50 mètres de profondeur. Un plongeur néerlandais trouva la mort dans une explosion lors des opérations de renflouement. Son décès fait l'objet d'un examen approfondi. Les experts espèrent qu'une récupération complète permettra de déterminer ce qui a mal tourné et si la catastrophe aurait pu être évitée. 7 vies ont été fauchées à quelques milles seulement des côtes. Mais lorsque la tempête a frappé, le temps était déjà compté. Nous sommes le 12 août 2014, à Nusa Dua, à Bali, au somptueux Saint-Régis Resort. Sheila von Wiesemak, 62 ans, était en vacances avec sa fille Heather, alors âgée de 18 ans. Sheila, figure bien connue de l'élite sociale de Chicago et veuve du compositeur de jazz James L. Mack, espérait profiter de ce voyage pour renouer des liens avec Heather. Au lieu de cela, les lieux allaient être le théâtre d'une affaire choquante impliquant 2 jeunes Américains à l'étranger. Heather, enceinte, n'était pas seule. Elle avait secrètement utilisé la carte bancaire de sa mère pour faire venir son petit ami, Tommy Schaeffer, 21 ans. Sheila avait toujours fortement désapprouvé leur relation et s'était efforcée pendant des mois de les séparer. Elle avait même vendu sa maison et déménagé dans un autre quartier de Chicago pour éloigner Heather de Tommy. Elle espérait que ce voyage à Bali convaincrait sa fille d'interrompre sa grossesse. Mais le résultat fut tout autre. Cette nuit-là, les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel
professionnels ont filmé Sheila et Tommy en train de s'engueuler dans le hall. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas spontané. C'était l'aboutissement d'un plan mûri pendant des mois. De retour à Chicago, Heather et Tommy avaient déjà évoqué le meurtre de Sheila. Ils avaient discuté des méthodes et même proposé 50 000 $ au cousin de Tommy pour qu'il engage quelqu'un. Des messages textes présentés plus tard au procès ont révélé l'implication active d'Heather dans la préparation du crime. L'argent et le contrôle jouaient un rôle central. Heather pensait qu'en se débarrassant de sa mère, elle gagnerait son indépendance et peut-être l'accès à des millions de dollars. Selon des rapports, Tommy aurait appris que l'héritage pourrait atteindre 11 millions de dollars. D'après Tommy, au cours de la dispute, Sheila aurait menacé de nuire au bébé à naître. C'est à ce moment-là qu'il aurait pété les plombs. Il l'a frappée à plusieurs reprises avec un saladier en métal. L'autopsie a révélé de graves blessures au visage et un décès par suffocation. Heather a ensuite aidé à nettoyer la scène. Ils ont enveloppé le corps de Sheila dans un drap, tenté de le glisser dans une valise, brisant accidentellement sa nuque dans le processus, puis ont roulé la valise jusqu'à l'entrée du ressort, appelé un taxi et chargé le bagage ensanglanté dans le coffre. Leur plan a cependant vite capoté. Le chauffeur a vu du sang s'échapper de la valise et a prévenu le personnel de l'hôtel qui a alerté la police. Avant de pouvoir s'enfuir, Heather et Tommy ont tenté de rejoindre un autre hôtel mais ont été arrêtés le lendemain. Ce crime ne résultait pas d'une crise passagère. Entre 2010 et 2013, la police avait été appelée à leur domicile 86 fois pour des incidents domestiques et des disparitions, principalement impliquant Heather. Elle avait même passé du temps en centre fermé pour mineurs et en observation psychiatrique. Malgré tout, Sheila n'a jamais cessé de soutenir Heather. Son frère, Bill Weiss, a déclaré que Sheila croyait encore en la capacité de sa fille à changer. Pendant le séjour, Sheila s'était blessée en tombant et prenait des antidouleurs, restant dans sa chambre. C'est alors que Heather a acheté à Tommy un billet en classe affaires pour Bali. Quelques heures après son arrivée, Sheila était morte. Heather et Tommy ont été inculpés de meurtre prémédité. Heather a accouché de sa fille, Stella, en prison. Tommy a été condamné à 18 ans, Heather à 10. Beaucoup ont jugé la peine d'Heather clémente. Plus tard, on a appris que 150 000 $ de la succession de Sheila avaient servi à financer la défense de sa fille. En prison, Heather a vécu relativement confortablement. Elle a rejoint des groupes de danse, appris des langues et travaillé comme traductrice. Tommy, lui, était isolé et maltraité, selon ses dires, et a exprimé un profond remords. En 2019, lors d'une interview, Heather a affirmé que sa mère l'avait maltraité, mais les dossiers judiciaires racontent une histoire différente, celle d'une mère tentant d'empêcher sa fille de sombrer encore davantage. En 2017, Heather a publié une vidéo troublante déclarant qu'elle ne regrettait pas son geste. Cette prise de parole a choqué beaucoup de monde. Heather a obtenu une libération conditionnelle anticipée en 2021 pour bonne conduite, mais dès son retour aux États-Unis, elle a de nouveau été arrêtée. Âgée de 29 ans, elle a alors écopé de 26 ans de prison fédérale. Elle a présenté des excuses à sa famille. Son oncle Bill a précisé que c'était la première fois qu'elle faisait preuve de remords, tout en doutant de la sincérité de ses propos. Stella, la fille de Heather, vit désormais au Colorado chez sa cousine Lisa, la nièce de Sheila. Elle ne souhaite plus avoir aucun contact avec sa mère. Après des années de bataille judiciaire, Heather a renoncé à son héritage qui a finalement été transmis à Stella. Tommy purge toujours sa peine en Indonésie. Heather est incarcérée dans une prison fédérale aux États-Unis. Quant à Stella, aujourd'hui âgée de 10 ans, elle s'efforce de mener une vie normale loin de cette tragédie. Un dimanche après-midi paisible de juin 2023, un jet privé traversait silencieusement le ciel de Virginie quand il a dévié de sa trajectoire de manière spectaculaire. À bord se trouvaient 4 personnes, Adina Azarian, une agente immobilière new-yorkaise réputée, sa fille de 2 ans, Aria, leur nourrice, Evadne Smith, et le pilote, Jeff Hefner. Aucun d'entre eux n'a pu empêcher la trajectoire à la fois bizarre et terrifiante du vol qui allait stupéfier les experts de l'aviation et semer le chagrin dans plusieurs familles. Adina, 49 ans, s'était forgé une réputation solide dans le milieu de l'immobilier grâce à son professionnalisme, sa passion et sa ténacité. Pendant plus de 20 ans, elle avait développé sa carrière à Manhattan avant d'étendre son activité dans les Hamptons au sein de Keller Williams. Ses biens mis en vente se situaient souvent entre 1 et 3 millions de $, reflet de son succès et de la confiance que lui accordaient tous ses clients. Derrière cette réussite, sa vie personnelle portait une résonance toute particulière. Adoptée à 40 ans par John et Barbara Rumpel après une rencontre fortuite, Adina avait trouvé la stabilité et l'amour inconditionnel qu'elle recherchait. Les Rumpel, qui avaient perdu leur fille adolescente dans un tragique accident de plongée en 1994, avaient accueilli Adina comme leur propre enfant, apaisant ainsi leur douleur par son caractère passionné et déterminé. Pour Adina, c'était la famille qu'elle avait toujours espérée après une enfance mouvementée. Elle était aussi devenue mère. Sa petite Aria était considérée comme un véritable miracle.
Née au terme de nombreuses années de lutte contre l'infertilité et de fausses couches, le lien entre mère et fille était renforcé par la présence d'Evadni, la nourrice dévouée, qui vivait avec elle et veillait jour et nuit sur Arya. Leur escapade de week-end, en Caroline du Nord, devait être une simple visite familiale chez les Rumpel avant de rentrer à East Hampton. Le 4 juin 2023, leur avion, un Cessna Citation 560, a décollé d'Elizabethton, Tennessee, en direction de l'aéroport MacArthur de Long Island. Aux commandes, le pilote Jeff Hefner, 69 ans, cumulait plus de 25 000 heures de vol et avait été commandant de bord chez Southwest Airlines. 15 minutes après le décollage, toute communication avec le cockpit s'est brutalement interrompue. Les contrôleurs aériens ont multiplié les appels sans obtenir de réponse. L'appareil a poursuivi sa route en pilote automatique, grimpant jusqu'à 10 300 mètres d'altitude et maintenant se cap au-dessus de sa destination prévue. Puis, sans explication, il a viré presque à 180 degrés, survolant directement Washington DC et pénétrant dans un espace aérien restreint. 6 chasseurs F-16 ont été dépêchés à vitesse supersonique, provoquant un bang sonique entendu dans toute la région. À l'interception, les pilotes militaires ont constaté que le commandant de bord était affaissé sur son siège, inerte, et qu'aucun passager ne bougeait dans la cabine. Après des heures de vol silencieux, le jet est entré en piqué hélix à plus de 9000 mètres par minute avant de s'écraser dans une zone forestière isolée près de Montebello. Le choc fut d'une violence extrême. Les secouristes, arrivés à pied, n'ont retrouvé aucun débris plus gros qu'un bras. Personne n'a survécu. Le National Transportation Safety Board a conclu que la cause la plus probable du crash était une incapacité due à l'hypoxie, un manque d'oxygène consécutif à une perte de pressurisation de la cabine. Les enquêteurs ont relevé que le pilote n'avait pas embarqué d'oxygène de secours malgré des problèmes connus de pressurisation et de contrôle environnemental, dont l'absence d'un masque sur le siège du commandant. Ces anomalies, signalées dans les jours précédant le vol, n'avaient pas été corrigées. Le rapport souligne que les symptômes d'hypoxie sont souvent discrets, varient selon les individus et deviennent mortels s'ils ne sont pas traités immédiatement. La tragédie a bouleversé tous ceux qui connaissaient les victimes. Les collègues d'Adina la décrivent comme une femme dynamique et dévouée dont la présence illuminait chaque pièce. Evadni, constante et aimante auprès d'Arya, est rappelée pour sa chaleur et sa bienveillance. Les Rumpel, déjà plongés dans le deuil après la perte de leur fille, ont de nouveau été submergés par le chagrin. Dans les jours qui ont suivi, la douleur a étreint parents biologiques et adoptifs, creusant des absences irréparables et laissant derrière elle autant de questions sans réponse. Pour ceux qui restent, les souvenirs d'Adina, d'Arya, d'Evadni et de Jeff sont tout ce qui reste.